Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime tout en prenant un café. Et ça serait un peu plate si je parlais toute seule, alors comme d'habitude, je suis avec mon amie et co-animatrice Catherine. Comment ça va, Catherine? Bonjour, ça va bien et toi? Ah, ça va pas trop pire. J'ai passé quand même un beau matin. J'ai mangé une grosse sandwich déjeuner. J'ai écouté du Dépêche Mode. C'était quand même le fun. Ben oui, c'est normal le fun. Catherine, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un crime qui devrait réaligner nos chakras. Oui, effectivement, je vais réaligner vos chakras et sûrement vous décerner des diplômes de magicien d'argent d'ici la fin de la séance. On va devenir des magiciens. Oui. J'aurais un petit disclaimer à faire. Moi, j'ai eu 2 semaines très mouvementées et je viens juste de déménager dans un nouvel appartement. Et là, je suis direct sur le bord d'un chemin. Alors, on entend les voitures. Mais écoutez, je peux pas vraiment dire aux gens dans la rue d'arrêter de rouler, fait que on vous avertit, il va y avoir des bruits de voitures et des gens qui marchent. Ça va faire partie de la game à partir de maintenant, malheureusement. On espère que vous allez avoir une belle écoute quand même, chers auditeurs. C'est comme si vous étiez dans un café avec nous, au bord d'un boulevard. Malheureusement, on n'a pas le même niveau de production que District 31, alors on ne peut pas arrêter le trafic là où on enregistre, mais on vous le promet, ça va être bon. Pareil. Ben, on espère bien. En tout cas, je pense que vous écoutiez pas ça pour la qualité sonore à la base, là, et pour le silence absolument silencieux entre nos prises de parole. Et vous écoutez ça clairement pour nos beaux yeux. Et nos jeux de mots de qualité discutable, pour reprendre la blague de François Pérusse. Et si vous aimez pas nos jeux de mots, on s'excuse et vous pouvez nous mettre dans un pun intentionary. Peux-tu m'avertir ça va dire des choses comme ça pour que je me recule de mon micro avant de rire? Wow! Alors oui, on voudrait aussi vous inviter à nous évaluer sur Facebook et sur Apple Podcast parce que là, malheureusement, ce fut une semaine sombre sur Facebook. Il y a quelqu'un qui nous aime vraiment pas qui est allé ne pas nous recommander sur Facebook. Fait que là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous aiment, ben ce serait bien de équilibrer la chose un petit peu, le yin et le yang. Alors, venez nous donner de l'amour, comme on en donne à Éric Bruno. Et à Vincent Guillaume Otis. Alors, on vous invite à nous évaluer sur Facebook pour faire le yin et le yang, et aussi sur Apple Podcasts parce que ça nous aide à gagner en visibilité et à monter dans les charts. Puis tout le monde sait qu'on veut être dans les charts pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent découvrir nos jeux de mots de qualité discutable. On veut être number one au hit parade. Ce serait notre but, comme les Beatles. Les bidules. J'ai des références très très 2021. Oui, toujours. Nos références sont toujours spick and span. Nous autres, on est les Ringo et Georges Hérisson du podcasting. Yes! Yes! Sinon, on voulait saluer Lee Vaillancourt, qui a pris la peine de nous envoyer un courriel pour nous recommander un cas. Alors, bonjour Lee! Merci, on va regarder ça avec plaisir. On apprécie toujours quand vous nous écrivez, unpeudecrime@gmail.com. Alors, si vous avez des recommandations de cas, on vous invite à nous écrire et on va peut-être vous saluer en ondes si ça nous tente. Ça va nous tenter, inquiétez-vous pas. Ça va nous le tenter, on veut toujours vous donner plein d'amour. Alors, Audrey, est-ce que tu veux présenter notre nouvelle chronique? Ben, la nouvelle chronique, en fait, elle va avoir lieu à la fin de l'épisode, parce que, comme vous savez, Catherine et moi, nous sommes des très grandes fans de District 31. Ouais, puis on veut pas s'aliéner les gens, fait qu'on se retient pour en parler, mettons. Alors, on s'est dit que maintenant, les 2 dernières minutes de nos épisodes seraient consacrées à District 31. Fait qu'on va appeler ça 2 minutes de babine, puis ça va être 2 minutes de vous raconter, hors contexte, ce qui se passe dans District 31 à un certain moment donné. Luc Dionne, on apprécie vraiment beaucoup ton travail. Lâche pas la patate, mon chum, mon partner, mon homme. Mon homme, hey, lâche pas bonhomme. Fait que, pour parler comme dans le District 31. Yes! C'est ça, on veut pas s'aliéner personne, donc ça va être les 2 dernières minutes de l'épisode, mais avant ça, comme d'habitude, on va avoir une recommandation de café et un cas de crème, aujourd'hui qui va réaligner vos chakras. Alors Audrey, c'est quoi le café qu'on boit aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, c'est pas un café que je vous recommande en tant que tel, c'est une recette que je vous donne, que
Les gens, d'habitude, quand je la donne, sont toujours un peu sceptiques et ils l'essayent et ils sont confondus. Les sceptiques seront confondus. Ils le seront. Alors, la recette que je vous donne aujourd'hui, ça s'appelle un mazagran. C'est originaire du Portugal et dans le fond, c'est un mélange entre un café glacé et une limonade. Les deux meilleures choses. Les deux meilleures choses au monde. Alors, la recette, c'est très simple. Vous faites un café. C'est tellement simple. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un cold brew. Comme ça, votre café est déjà froid et un peu plus fort. Moi, je me sers de mon percolateur pour faire ça. Alors, vous faites, je vous dirais peut-être une moitié de tasse de café. Vous mettez de la glace. Vous mettez le jus de la moitié d'un citron. Et vous pouvez mettre une cuillère à table de sucre ou de sirop simple, dépendamment de ce que vous avez. Si vous filez un petit peu wild, vous pouvez mettre aussi un shooter de rhum brun. Oh! Hey, je savais pas ce bout-là. OK. Oui, si vous commandez au Portugal, il va probablement y avoir un shooter de rhum brun. Wow! Moi, par exemple, quand j'en bois pendant que je travaille, je ne fais pas ça. Mais je vous le recommande, c'est vraiment, je vous dirais, les 2 premières gorgées, vous allez être surpris et surprise. Mais après, vous vous habituez au goût. Et le mazagran, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça a une histoire. Ça a été inventé pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense. C'est, dans le fond, c'est les soldats français qui étaient stationnés en Algérie, qui voulaient continuer à boire du café, mais il faisait beaucoup trop chaud pour boire du café. Alors, ils mettaient de la glace dans leur café et non du crème. Je remarque que les soldats français en Algérie, je pense qu'ils ont mis du crème dans plus que du café, mais ça, on n'en parlera pas. Non. Alors, ils mettaient de la glace dans leur café et le café était de très mauvaise qualité à l'époque à cause de la rationalisation pendant la guerre. Alors, il était très amer. Alors, de mettre du citron, ça aidait à couper un peu l'amertume. Et après, quand vous aviez fini votre verre de café glacé au citron, vous preniez le bout de citron et vous faisiez le tour de votre verre avec. Alors comme ça, vous pouviez le désinfecter et le donner au prochain. Oh, c'est quand même brillant! Mais c'est vraiment... ça lie l'utile à l'agréable, comme qu'ils disent. Parce que c'est vraiment une recette de café excellente. Moi, j'ai trouvé ça super rafraîchissant. Je comprends pas pourquoi c'est pas plus répandu. Il me semble qu'on devrait lâcher les mots du cold brew tout seul puis juste avoir des mazagran un peu partout. Alors voilà, c'était la recette de mazagran. Vous pouvez la trouver sur Internet aussi assez facilement. Moi, je trouve ça super rafraîchissant. L'été, c'est vraiment excellent. Je sais que ça sonne étrange, mettre du citron dans son café, mais dites-vous, vous mettez du citron dans votre thé, ça goûte un peu similaire. C'est juste le aftertaste, que vous avez un peu plus la caféine qui revient. Oui, c'est comme un thé glacé, mais meilleur. Alors voilà, c'est la recette de mazagran. C'était notre recommandation aujourd'hui. Vous pouvez faire ça avec le café que vous avez chez vous. Servez-vous un bon mazagran. Et maintenant, Catherine, pendant que je slurpe mon mazagran, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de croissance personnelle et, dans une certaine mesure, de croyances sectaires, donc de sectes. On vient d'entendre une belle moto qui passe dans la rue. Chantante à la moto dans la rue. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la triste histoire de Chantal Lavigne. Donc, mes sources sont une pléthore... Mon Dieu, je me suis forcée dans mon script. Une pléthore d'articles du Journal de Montréal, de la presse et de la Tribune, en plus de documents légaux que j'ai réussi à trouver sur Internet et d'un reportage qui a été réalisé par Enquête, donc Radio-Canada, l'émission Enquête, en janvier 2012 et qui est disponible si vous voulez l'écouter en intégralité sur YouTube. C'est comme ça que j'ai... YouTube. Yes, shout out à YouTube. C'est comme ça que j'ai découvert le cas. Et honnêtement, le reportage de Enquête en vaut vraiment la peine, ne serait-ce qu'à cause des extraits audio qu'on peut y entendre et que je vais essayer de vous imiter au meilleur de mes capacités aujourd'hui. Pour débuter l'épisode, je pense que je devrais faire un petit disclaimer de santé mentale. Là, on va rire de certaines personnes qui se prétendaient des gourous de croissance personnelle. Cela dit, chacun et chacune ont droit à leurs croyances, mais ce ne sont pas toutes les croyances qui sont bénéfiques, ni toutes les pratiques de croissance personnelle qui sont sécuritaires. Il faut faire attention au charlatanisme et aux individus qui sont mal renseignés ou qui cherchent à profiter des personnes qui sont sur une quête spirituelle. Donc, si vous êtes intéressé par les approches alternatives comme le Reiki, comme les huttes de sudation, comme le jeûne, etc., je vous invite à vous renseigner auprès de sources fiables avant de commencer vos processus de croissance personnelle. Donc, des sources fiables, ce sont des sources qui sont scientifiques et médicales et non pas des sources de médecine alternative, parce qu'on s'entend,
il y a une grosse zone de gris dans ces milieux-là et n'importe qui peut s'improviser un thérapeute de médecine alternative. Ça ne prend pas de diplôme, donc des sources fiables qui sont scientifiques et médicales, des gens qui ont des diplômes et des connaissances. Donc, je vous invite à consulter des sources avant d'entreprendre ces démarches-là et même à consulter des professionnels de la santé, surtout si vous voulez faire des pratiques qui ont un impact sur votre santé physique. Par exemple, des huttes de sudation, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, les saunas, c'est pas recommandé aux femmes enceintes. Déjà, ça nous indique que ça peut être dangereux pour le corps. Et si vous voulez faire aussi des choses comme ingérer des huiles essentielles, ça pourrait peut-être être bien de consulter un médecin et de vous faire dire de ne pas faire ça parce que ça peut potentiellement être dangereux. Donc, consultez des professionnels, consultez des sources fiables avant de vous lancer à l'aveuglette dans des pratiques comme celle-là afin de réaligner vos chakras. C'est pour votre bien et c'est pour aussi le bien de vos proches. Prenez soin de vous. Voilà, c'était mon petit disclaimer. Et maintenant, on va commencer à avoir du plaisir. Êtes-vous prêts et prêtes à mettre un peu de crime dans votre mazagrane? Oh mon Dieu, je suis tellement prête, là. C'est comme une histoire que quand on a commencé le podcast, j'avais super hâte qu'on en parle. Puis j'aimerais aussi saluer ma maman qui, elle aussi, nous avait recommandé ce crime et qui avait bien envie qu'on en parle. Yay! Alors là, je vais vous lire mes titres parce que j'ai toujours des intertitres qui sont assez humoristiques. Puis ça va justement aider à rendre ça un petit peu plus léger parce qu'on va parler de choses assez difficiles. Donc, première partie, une petite vie normale à Saint-Warwick de Patentagos. C'est une belle ville. Nous sommes en 2007. Chantal Lavigne est une jeune femme de 35 ans. Elle et son mari, Patrick No, viennent de s'acheter une maison à Saint-Albert de Warwick, une municipalité du centre du Québec, près de Victoriaville. Ils ont une fille. Chantal Lavigne n'a pas ce qu'on pourrait considérer comme une vie simple et rangée. En fait, elle et son conjoint sont pas mal wild et ils sont des adeptes de médiéval et de foires médiévales. Oh my God! C'est une grande passion pour eux, particulièrement pour Patrick No, le mari de Chantal Lavigne, au point où ils se sont mariés habillés en elfes. Oh wow! Je tiens à dire, j'ai été dans un mariage où le couple s'est fait marier par une célébrante qui était habillée en elfe. Cool! C'est peut-être la même que peut-être le mariage de Chantal Lavigne et Patrick No. Écoute, peut-être ici, si cette dame nous écoute, ben on la salue. Oui! Hey, écoute, on salue tous les gens, toutes les personnes qui aiment s'habiller en elfe. Si vous allez à la Bicoline, vous êtes la bienvenue dans la communauté d'un peu de crime dans ton café. On est bien open, Catherine et moi. Alors, malgré cette passion pour s'habiller en elfe et le médiéval, Chantal est considérée comme la personne terre à terre par sa famille. Elle travaille 2 jobs de bureau, elle est secrétaire et elle est aussi téléphoniste, pendant que son mari Patrick est camionneur. Et malgré son emploi du temps qui est très très occupé, ben Chantal a du temps pour ses passe-temps de médiévalité, whatever. Et elle est aussi, au dire de Patrick No, une mère exemplaire pour leur fille. Ah, c'est tout ce qui compte. C'est quoi un passe-temps de médiévalité, faire de la cotte de maille? Je sais pas exactement, mais lui, il disait que c'est un gros passe-temps pour lui au point où il était un professionnel de s'habiller en médiéval, mais j'ai pas réussi à trouver de preuve de ça, fait que je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, là. Peut-être qu'il travaillait au Dragon Rouge. À l'école, je me rappelle qu'il y avait un gars qui avait toujours son petit sac de cottes de maille avec lui et qui se faisait des cottes de maille pendant les cours. C'est quand même un passant de fun, pour ça. Pour porter dans des GN la fin de semaine. Ça devait faire du bruit, pareil, c'est dérangeant. Si j'étais prof, puis que, ben, je suis prof, mais s'il y a quelqu'un dans mon cours qui faisait ça, je lui demanderais d'arrêter, puis d'arrêter de faire du bruit avec son métal. Ben, c'est des petits anneaux en métal qui fait juste ouvrir puis fermer un autour de l'autre. Ça faisait pas vraiment de bruit, c'était juste... Dans ma tête, c'est comme une chaîne. Schlick, schlick, schlick. Arrête, s'il te plaît, on essaie de parler du courant romantique, là. Je pense que c'était juste pour la partir, sa cotte de maille, mais je veux dire, dans mes cours de philosophie, il y avait des filles qui tricotaient, fait que pourquoi lui, il pourrait pas se faire de la cotte de maille, hein? J'avoue, Égalité des sexes! Ouais, OK? Pas de double standard dans les passe-temps. Alors, à la naissance du deuxième enfant du couple de Chantal et Patrick, les choses changent. Chantal devient de moins en moins présente. C'est qu'elle a commencé quelques mois auparavant à fréquenter un groupe de croissance personnelle. Et c'est à cause de ce groupe que la vie de Chantal va tragiquement être écourtée. Deuxième partie, Serena, Madame Pouce Fréchette. L'aventure de Chantal Lavigne dans les groupes de croissance personnelle commence avec une rencontre, celle de Gabrielle Fréchette, une femme qui se fait surnommer Serena et qui ressemble un peu à un pouce, et qui est aussi surnommée Melchisédek. Wow! Serena Fréchette est une femme qui a la fin quarantaine, et elle est à la tête d'un groupe de croissance personnelle que ses amis recommandent à Chantal.
Le groupe de croissance personnelle se nomme la fiducie Melchisédek et se réunit autour de la figure de Gabrielle Serena Fréchette, qui est la canalisatrice de la fiducie. Donc, j'ai rien compris. je sais, il faut expliquer. Gabrielle Fréchette, elle dit qu'elle canalise un esprit qui s'appelle Melchisédek. Melchisédek, c'est une figure qui était dans la Bible et qui voulait dire le roi de la justice. OK? Et là, elle canalise Melchisédek, donc Melchisédek, il rentre dans son corps, puis là, quand elle parle, ce n'est plus Gabrielle Serena Fréchette, c'est Melchisédek qui parle. Et autour de ces processus de canalisation-là, Gabrielle Fréchette a créé un groupe où elle fait des consultations personnelles, fait que les gens peuvent venir la voir pour consulter Melchisédek, puis qu'il leur parle à travers de Serena. Moi, je mets Serena avec des très gros guillemets, là, parce que sérieusement, en tout cas, elle a pas une tête de Serena, pas en toute cette madame-là, vous irez voir sa photo. Non, elle score pas fort au tennis. Non, elle score pas fort au tennis, pas en tout. Et donc, c'est ça, elle fait des consultations personnelles, mais en plus des formations pour aider les gens à devenir des maîtres Reiki, parce qu'elle joue avec les énergies, c'est ça qu'elle dit, Gabrielle, mais aussi à devenir des canalisateurs et des canalisatrices. Alors là, on va faire un petit retour, puis expliquer un peu, justement, qui est Gabrielle Fréchette. Gabrielle Fréchette, comme j'ai dit, elle a à peu près 50 ans, elle a la fin quarantaine, elle a des cheveux gris et une face pas mal ronde, parce que, tu sais, elle a l'air d'un pouce. Et Gabrielle Fréchette... On le dira jamais assez. On le dira jamais assez. Mais vous savez, il y a des gens qui ont l'air des pouces, c'est juste, c'est comme ça, c'est leur forme de corps. En tout cas, c'est la vie. Serena Fréchette, elle n'a pas eu une belle vie. Elle est native d'Asbestos et elle a eu une jeunesse... Oh my god! Asbestos represent! Asbestos est partout, sérieusement. Alors, elle est native d'Asbestos et elle a eu une jeunesse traumatisante. Yeah! Elle a eu une jeunesse traumatisante, sans doute à cause de l'amiante un petit peu, mais aussi parce qu'elle a vécu de l'abus dans son contexte familial de la part de membres de sa famille. Elle a lâché l'école très tôt à cause de ça pour pouvoir partir de la maison, puis tu sais, pour subvenir à ses besoins. Et à la même époque, Serena, qui s'appelait pas encore Serena, a suivi ce qui s'appelle, entre gros guillemets, des cours de personnalité qui étaient donnés par Sylva Bergeron. Mais des cours de personnalité. Exactement, mais que c'est ça, me direz-vous? J'ai des réponses parce que figurez-vous que ça existe encore, les cours de personnalité. Alors, voici ce qu'on peut trouver comme description sur le site de Sylva Bergeron, où on peut voir justement la description des cours de personnalité. Je vais vous lire ça avec un bel accent. Vous êtes à la recherche du mieux-être et d'harmonie. Vous désirez vivre votre vie sans anxiété ou stress excessif. Vous aimeriez vivre des relations enrichissantes avec les autres, basées sur la confiance et le plaisir. Les cours Sylva Bergeron vous aideront à atteindre ces buts. En essayant de découvrir ce que nous sommes vraiment, ce qui nous motive, ce qui nous rend vraiment heureux, nous avons des pistes vers un bonheur durable et une vie qui nous satisfait. Bref. Tu me fais tellement penser à Chantal dans RBO. Merci, c'est ça que j'essaie de canaliser. Bon, je deviens parfait. moi-même une canalisatrice de Chantal Franck. Oh mon Dieu, c'est tellement parfait. elle s'exprime à travers moi. Mais c'était aussi comme Sylvie Rencontre dans Les Appendices. J'essaie aussi de canaliser Anne-Elisabeth Bossé. OK, alors, bref, les cours de Sylva Bergeron, que vous pouvez encore suivre aujourd'hui si ça vous tente, ce sont des cours de croissance personnelle et qui mènent à la croissance personnelle. Parce que c'est toujours... Il y a toujours le même objectif. L'illumination et la croissance personnelle sont toujours l'objectif de toutes ces affaires-là, qui prennent des noms très très différents, mais qui ont tous le même objectif. Donc, en suivant pour atteindre le nirvana. Le nirvana, c'est... Le nirvana. Donc, Gabrielle Fréchette découvre la croissance personnelle en suivant ses cours de personnalité-là. Et en 1989, Gabrielle Fréchette a une expérience pas mal heavy metal dans le dash. Oh non! Elle a un near-death experience. Donc, elle passe près de la mort. Elle subit une chirurgie très mineure à l'hôpital général de Montréal. Et, durant cette chirurgie très très mineure, Gabrielle Fréchette est déclarée cliniquement morte pendant 8 minutes. À son réveil, elle est déboussolée. Pour citer les paroles de Gabrielle Fréchette dans le journal Express. Où c'est j'étais, calice? J'étais complètement déboussolée. Je vivais un changement profond à l'intérieur et j'ai eu énormément de difficultés à m'adapter. Dans le fond, elle était comme le meme de Jumanji. What year is this? Elle était un peu comme ça. Mais elle disait qu'elle se sentait plus elle-même dans son corps puis dans ses pensées, puis elle avait l'impression d'avoir comme changé de personnalité, tu sais. Alors,
Prochaine partie, c'est le début des temps nouveaux. La Terre est à l'année 0. C'est le début des temps nouveaux pour Gabrielle Fréchette. Elle était mariée. Je pense qu'à ce moment-là, elle quitte son mari. Parce que plus tard, elle a comme un autre amant qui est mentionné dans les articles de journaux. Donc, elle quitte son mari. Elle yeet à l'école pour avoir son diplôme d'études secondaires, parce qu'elle avait drop out en secondaire 3, tu sais. Et puis, après ça, elle yonk dans une formation de Reiki. Mais, que c'est ça As one does. As one does. Que c'est ça le Reiki pour les gens qui ne le savent pas. On fait comme dans District 31. L'ayahuasca est une boisson chamanique. Non, pas mes jokes d'ayahuasca! Alors, le Reiki, selon le blog Le Journal des femmes, j'ai décidé de plus citer mes sources dans cet épisode-ci, ça paraît. Le Reiki est la méthode... Oh non, attends, je vais faire Chantal Franck encore. Le Reiki est la méthode de mise ou remise en contact de l'énergie universelle avec la force vitale propre à chacun de nous. Donc, Gabrielle Fréchette devient une réaligneuse de chakras professionnelle et apparemment, sa formation lui coûte 56 000 $ en 1 an et demi, c'est sérieux. Hey, elle va te les réaligner en s'il vous plaît, tes chakras. Et là, Gabrielle Fréchette dit qu'à l'époque, il y a une tralée de gens qui viennent la voir pour avoir des conseils sur leur vie, leurs chakras et leurs énergies. Et elle se sent très accaparée et décide de se donner une structure pour pouvoir aider les gens, mais aussi arrêter de penser à leurs problèmes 24 heures sur 24. T'sais. Elle commence à donner des consultations, moyennant un cachet symbolique. Elle commence à faire de l'argent là-dessus. On va revenir au cachet un peu plus tard. Mais donc, elle commence à faire des consultations où elle aide les gens en réalignant leur chakra, puis elle leur charge de l'argent. Ça devient sa business. Bon. Mais j'avoue que si tu vides le portefeuille des gens, ils doivent comme être plus légers, fait que plus droits, fait que leurs chakras, ils sont plus droits. Oui. Un jour, quelqu'un m'a dit... Je vais faire une parenthèse, là. Un jour, quelqu'un m'a dit que pour aligner tes chakras, il fallait que tu chantes la chanson de Do Ré Mi de La Mélodie du Bonheur. Do, le Do, il a, bon, Do, ok. Puis j'ai dit que je trouvais que ça avait pas beaucoup d'allure, puis il m'a dit que j'étais très irrespectueuse de sa pratique de croissance personnelle. Mais moi, je pense pas que c'est comme ça que ça marche, il faudrait demander à Gabrielle Fréchette. Ou sinon, si vous savez comment réaligner les chakras, écrivez-nous unpeudecrème@gmail.com. Clairement, les miens ont besoin d'être réalignés, et juste à cause de cette joke, et de toutes les jokes que je fais sur Serena Fréchette depuis tantôt, je pourrais mériter d'un réalignement de chakras, et aussi d'un ajustement de karma, tu sais. Ouais, hein? Alors... Ouais. En 1999, faut pas dire du mal des gens. Bon, donc en 1999, Serena Fréchette achète une ancienne école de rang à Sainte-Hélène-de-Chester et la reconvertit en centre pour les retraites de croissance personnelle. À cette époque, Gabrielle a un nouvel amant. C'est un Français et il l'amène à voyager en France. Paris, les baguettes. Alors, en France, c'est là que Gabrielle Fréchette fait la rencontre d'un chaman celte. Celui-ci enseigne à Gabrielle les rudiments de la hutte de sudation. Donc, la hutte, c'est ce qu'on sue beaucoup. Et Gabrielle... Tu t'assois, puis t'as chaud. Tu t'assois, puis t'as chaud. Puis à un moment donné, t'as plus chaud parce que c'est fini. Et là, Gabrielle, elle intègre tous ses apprentissages, petit à petit, tu sais, pour pouvoir organiser des luttes de sudation à Sainte-Hélène-de-Chester. Pour citer encore le Journal L'Express, l'objectif des huttes de sudation est d'amener à un niveau de conscience qui permet aux participants de se libérer des traces physiques, psychiques, émotionnelles ou sensorielles des blessures ancrées. Et c'est là qu'on commence à parler de Melchisédek. Okay, parce que voyez-vous, depuis sa mort clinique en 1989, Gabrielle Fréchette dit qu'elle est possédée par un esprit biblique du nom de Melchisédek. L'esprit prend possession de son corps et parle à travers elle. Et drôlement, quand il parle avec un accent français de France et une petite voix un peu fluette que je vais vous imiter très bientôt. Oh non! Mon esprit français! Prochaine partie, de retour en 2007. Donc, en 2007, quand Chantal Lavigne va consulter Gabrielle, elle la consulte en privé, tu sais, et elle a la chance de parler avec Melchisédek. Celui-ci dit que Chantal a eu plein de vies antérieures. Melchisédek lui dit aussi, attention ici je vais faire une imitation, « Dans ce village de l'île de Crète, où vous viviez à cette époque, vous étiez un être chamanique. » Alors, Melchisédek parle comme 3 mots à la fois, puis il y a beaucoup de « Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter des extraits de ça, c'est dans le reportage d'enquête qui est disponible sur YouTube.
pouvez aussi écouter des sketchs de RBO parce que ça sonne vraiment comme Effet Pelletier. ça sonne comme Effet Pelletier. Et vous pouvez aussi aller m'écrire à unpeudecrime@gmail.com pour me dire si j'ai fait une bonne job ou me demander d'arrêter de faire des imitations de Melchisedec. Donc, Melchisedec dit aussi à Chantal que depuis ses vies antérieures, elle s'est éloignée de sa mission sur Terre et elle a commis plein d'erreurs très, très graves. Alors, pécheresse! Chantal lui demande « Comment je vais faire pour me libérer de ça? » Et Melchisedec lui répond « Vous devez suer. » Non, mais Melchisedec lui dit qu'elle doit faire des huttes de sudation et de respiration intensive. Et là, dans le reportage d'enquête, Melchisedec lui demande « Êtes-vous prêt à suer? Êtes-vous prêt à respirer? » Ben là, on va faire du crossfit ou réaligner nos chakras, là, pour être décidé. Je sais pas trop, là. Fait que, c'est ça, Chantal Lavigne répond, oui, je pense que je dois, tu sais, je dois suer, je dois respirer. Et le Melchisedec lui dit... faire de l'éducation physique. Non, elle était très... Elle acceptait l'éducation physique, Chantal Lavigne. Fait que là, elle demande, tu sais, oui, je pense que je suis prête, j'ai l'impression que je dois faire ça pour me libérer de mes vies antérieures. Et Melchisedec lui répond, il en va de soi. Voilà. Cool. Fait que Melchisedec a plein de belles expressions comme ça. Surtout, la chose que Melchisedec dit le plus dans le reportage d'enquête, c'est « fort excellent ». Tout était fort excellent. Bon. Alors, Chantal est tout de suite convaincue... Fort excellent. Chantal est tout de suite convaincue par cette proposition qui est fort excellent et s'inscrit pour un cours de 3 ans avec la fiducie Melchisedec afin de changer de carrière et de devenir elle aussi une chamane et une réaligneuse de chakras. Je m'excuse, là, mais on peut pas prendre un cours pour devenir un chaman. C'est la chose la plus white people que j'ai jamais entendue. Mais comment oses-tu, Audrey? C'est exactement ça que Serena Fréchette propose de faire! Voyons donc. Patrick No, le mari de Chantal Lavigne, il est moyennement d'accord avec cette idée-là, mais il n'y voit pas d'inconvénient dans la mesure où, tu sais, elle le soutient dans ses passe-temps à lui de faire du médiéval. Puis de tricoter de la cotte de maille. Puis de tricoter de la cotte de maille. Et il révèle en enquête que, tu sais, c'est pas quelque chose dans lequel il croit, lui, mais bon, Chantal a le droit d'avoir des passe-temps, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, tu sais, puis ça a pas trop d'impact sur leurs finances ni rien, fait que c'est correct si elle veut réaligner sa carrière, puis tant que ça la rend heureuse. Sauf que c'est un passe-temps qui passe beaucoup de temps, mettons. Patrick No... Il y avait 2 enfants, là. Il y avait 2 enfants déjà, puis 2 enfants en bas âge, c'est juste après la naissance de leur petit garçon. Donc, Patrick No commence à capoter un peu quand il voit la liste des cours auxquels s'est inscrite Chantal. Les formations sont très fréquentes et d'une durée qui est de plus en plus prolongée. Au début, c'est une fin de semaine par mois. Après ça, c'est 1 semaine. Après ça, 2, 3 semaines par mois. Et en plus, ça coûte un bras. Pour 3 ans de cours, ça coûte à Chantal Lavigne 18 900 $. À ça, Chantal ajoute constamment des formations dites complémentaires parce que, tu sais, elle veut être la meilleure chamane possible et ça va lui coûter environ 35 000 $ pour les 3 ans de cours qu'elle va faire à la fiducie Melchisedec. Mais là, pour citer Ginette Duclos, qui est une des aides de Serena Fréchette, c'est pas leur faute si c'est cher, les tarifs, OK? C'est parce que c'est la faute à qui? C'est Melchisedec lui-même qui a instauré ces coûts-là depuis des années. C'est ça qu'elle révèle à... Maudit gratteux! C'est ça qu'elle révèle à une des journalistes d'enquête qui va faire une consultation avec Ginette Duclos avec une caméra cachée. Elle dit « Mais c'est pas de notre faute. C'est Melchisedec qui a instauré les coûts, là, depuis très, très longtemps. » C'est Melchisedec qui fait les prix, là, depuis l'époque biblique. Il y a eu pas mal d'inflation, on va faire... Comprenez, il y a eu beaucoup d'inflation, là, depuis la Bible, tu sais. Ben, avant, on prenait juste un chameau puis un sac d'orge, mais là, aujourd'hui, tu sais, il faut augmenter ça, il faut s'ajuster avec le temps. Aujourd'hui, ça prend une nouvelle hypothèque, c'est ta maison. Puis plus tard, le reportage d'enquête, pour vrai, c'est fascinant, je vous le conseille. Enquête, là, c'est tellement intéressant à aller regarder ça. Mais à un moment donné, il y a une autre journaliste qui va, avec une caméra cachée, rencontrer Gabrielle Fréchette, qui, quand elle ne parle pas comme Melchisedec, parle avec un gros accent joual comme vous et moi, tu sais, elle parle comme une Québécoise. Elle parle pas comme une fausse Française qui parle de l'île de Crète. Et elle dit que tout l'argent qu'elle fait, c'est dans sa fiducie pour... Puis là, elle fait un signe vague vers le ciel. Pour Melchisedec, qu'elle dit. Tout l'argent, c'est pour Melchisedec. Comment qu'il va faire, Melchisedec, pour venir chercher son argent, Simonac? En tout cas. On peut-y envoyer un chèque? C'est le... Comment on appelle ça? C'est Credit Union du paradis, là, qui va pogner ça. En tout cas, moi, là, ça m'a enragé, ce bout-là du reportage. Ça m'a enragé. Bon. Ben, moi aussi, là, je veux dire, comme, il va où, cet argent-là? Là? Oh, le ciel. Oh, mange la chenille. Beaucoup de chenille. Fait que là,
Ça lui coûte un bras à Chantal Lavigne et ça y prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Puis là, en juillet 2011, fait qu'on est presque 4 ans plus tard, Chantal et Patrick sont censés partir en vacances avec leurs enfants, mais à la dernière minute, Chantal annonce à Patrick qu'elle doit aller faire un autre séminaire. Pendant 1 semaine au complet. Patrick, il est en sacrament. C'est censé être leur temps en famille, tu sais, puis ça fait... Elle passe de moins en moins de temps avec sa famille, elle est de plus en plus distante et tout, mais Chantal est bien entêtée et elle se rend à la retraite de Melchisedec au lieu de partir en vacances avec sa famille. Elle dit à son mari que Melchisedec lui a dit que si elle allait pas suivre ses séminaires, quelque chose de grave va arriver à sa famille. OK, ça, c'est le moment où est-ce que tu demandes le chèque. C'est le moment où est-ce que tu demandes ta facture puis tu t'en vas. Là. Ça, c'est l'explication qui explique très bien les comportements que Chantal Lavigne est là. Chantal Lavigne a peur que quelque chose de mauvais arrive à sa famille. Et on va revenir à la fin de cette histoire-là sur, justement, les croyances liées aux sectes et à quel point c'est dangereux quand on embarque dans des gimmicks comme ça. Donc. Mais comme, si vous vous en rappelez aussi, notre épisode sur Rockterio, les gens avaient peur de partir justement parce qu'on leur disait toujours, si tu pars, quelque chose va t'arriver ou quelque chose va arriver à ta famille, ça va être la fin du monde, peu importe. Donc, c'est vraiment quand on commence à vous isoler comme ça, c'est là que c'est le temps de se poser des questions. Là. Ouais, c'est là qu'on devrait partir le signal d'alarme. Puis justement, je vais en reparler à la fin, mais c'est ce qui fait la principale différence entre les démarches de croissance spirituelle qui sont sécuritaires et légitimes et les groupes de croissance personnelle qui sont dangereux. C'est justement cette question-là des menaces. Habituellement, quand tu vas faire réaligner tes chakras, là, okay, tu y vas une fois, ça coûte un montant fixe. Puis après ça, si tu veux y retourner, ça va pas te coûter de plus en plus d'argent parce que les séances doivent être de plus en plus longues. C'est un soin, puis qu'il y a des modalités qui sont claires et qui sont toujours respectées. Tu peux y aller une fois, puis après ça, ils vont pas te dire « Mais là, si tu reviens pas, là, dans 2 jours, là, tes chakras vont être tout croche puis tu vas filer mal. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'as reçu un soin de santé, puis la récurrence de ce soin-là est optionnelle. À partir du moment où tu as des menaces... C'est sur une base volontaire, ben oui. À partir du moment où tu as des menaces, puis tu te fais dire « Mais si tu fais pas ces démarches-là, toi ou ta famille, vous allez être en danger. » C'est là qu'il faut se poser des questions, puis c'est là qu'il peut être intéressant, justement, de take a step back, puis peut-être... se renseigner un peu plus sur les personnes qui prodiguent les soins puis sur les effets de ces soins-là, parce que là, on commence à rentrer dans de la manipulation. Chantal Lavigne part pour sa semaine de formation, et c'est une décision qui va lui coûter extrêmement cher. Prochaine partie, la fermette du mal. En plus, comme ma famille vient d'Asbestos, et je pense que quand j'allais chez mes grands-parents, malheureusement, mes grands-parents sont décédés, j'ai pas été à Asbestos depuis un moment, mais je pense que j'ai vu l'entrée de cette retraite-là en me rendant à Asbestos. Ça se peut, oui. C'est rendu à Durham-Sud. Ouais, je pense qu'on le voit. Il y a comme une affiche de retraite spirituelle en allant vers chez mes grands-parents, puis je pense que c'est ça. Donc, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai déjà vu cet endroit-là. Yes. Donc, depuis ses humbles débuts à Sainte-Hélène de Chester, la fiducie de Melchisedec est rendue beaucoup, beaucoup plus grosse et maintenant, elle a déménagé justement dans une ancienne fermette à Durham-Sud qui s'appelle la Ferme Reine de la Paix. Et c'est là que se tiennent chaque semaine des retraites de croissance personnelle avec Serena Fréchette et Ginette Duclos, dont on a parlé, tu sais, celle qui justifiait les coûts des croissances personnelles, et aussi un autre aide qui va entrer en jeu bientôt. Sauf que les retraites de croissance personnelle organisées par la fiducie Melchisedec sont très inquiétantes depuis un petit bout de temps déjà. En fait, selon une voisine, les bruits qui sortent de la ferme de la paix sont tellement inquiétants. C'est pas de la paix pantoute. Et c'est tellement inquiétant que ça incite les voisins à appeler la police à quelques reprises. Oh mon Dieu. Il y a une voisine qui justement explique qu'elle, souvent, elle entendait des gens crier. Surtout des femmes. Et surtout crier à l'aide. Donc, elle appelle la police, tu sais. Oui. Et là, la police s'en vient et il pose des questions et ils repartent sans rien faire. Et le lendemain, Gabrielle Fréchette va voir les voisins pour s'excuser du bruit et dire que dorénavant, ils vont faire leurs affaires en dedans, les portes fermées, les fenêtres fermées. Comme ça, les voisins ne les entendront plus. Les voisins continuent d'appeler la police tout le temps. Juste tout le temps. Si quelqu'un va te voir en disant comme « Ah, je m'excuse, hier, t'entendais quelqu'un crier, maintenant je vais fermer toutes mes fenêtres et m'assurer que t'entendes plus rien. » Rappelez la police immédiatement. C'est terrible. Tout de suite. En tout cas, je sais pas si ça aurait probablement pas pu empêcher ce qui est arrivé à Chantal Lavigne, mais... Non. Bon. Oui, mais on appelle la police. Voisin qui vivait un mini Wild Wild Country. Oui! Ah non, c'était... mais c'est Wild Wild Country, mais beaucoup moins
Beaucoup moins glamour. En tout cas. Alors, Chantal Lavigne arrive à la ferme de la Reine de la Paix pour une autre semaine de formation. Je sais. Mais c'est parce que c'est la ferme de la Reine de la Paix, parce que Melchisedec, c'est l'ange de la paix. Et de la justice et de la paix, en tout cas. Fait que c'est ferme de la Reine de la Paix, whatever. Elle arrive pour une autre formation d'ésotérisme dont le titre est « Mourir en conscience ». Je n'ai pas réussi à trouver le programme pour la semaine des activités, mais en revanche, j'ai trouvé une liste de toutes les conférences de Melchisedec qu'il est possible de se procurer un petit peu sur les interwebs. C'est TED Talk! Qu'il est possible de se procurer sur les interwebs. C'est les TED Talks de Melchisedec. Alors, histoire de rire un peu, je vais vous en parler avant qu'on embarque dans le gros de l'histoire. Oh, my body is ready! Je vais vous parler de deux conférences particulières. La première, c'est une conférence de Serena Fréchette qui porte sur le suicide. En voici le descriptif. En cette journée, je vous parlerai des différents cas de figure liés au suicide, les causes et les répercussions sur la vie. Mais là, excuse-moi, les répercussions sur la vie du suicide, c'est qu'il n'y a plus de vie. Je sais pas de quoi qu'elle allait parler dans sa conférence, là, mais moi, ça m'a accroché pour ça. Là. Je trouve ça bien amusant. Spoiler alert, il n'y a plus de vie. Spoiler alert, ça se peut que tu vives moins bien après, mais bon. Carrément plus. Sinon, il y avait une autre conférence qui était sur le sarcasme. Ça m'a fait penser à toi et moi, Audrey. On aurait besoin de cette conférence sur le sarcasme. On n'en a pas de besoin, on la donnerait. On la donnerait. En fait, on la donnerait pas, puis je pense que Gabrielle Fréchette, elle jugerait notre utilisation du sarcasme. Alors, voici une partie du descriptif qui était très long, mais moi, je trouve ça vaut la peine. L'utilisation du sarcasme vise-t-il à intimider, à insinuer, à dissimuler l'inconfort, donnant ainsi l'impression d'avoir un certain pouvoir? Est-il le résultat de la jalousie provenant de la comparaison, du manque de confiance en soi, ou simplement de la peur, de la prétention, de l'hypocrisie qui vise à détruire, de la vantardise, par simple manipulation, ou encore provient-elle d'une projection purement illusoire? Quoi qu'il en soit, en cette soirée, Melchisedec nous parlera du sarcasme, des différentes raisons pour lesquelles certaines personnes l'utilisent. Quelles en sont les raisons cachées, mais surtout, quel en est l'impact et comment apprendre à s'en protéger afin d'éviter notre propre destruction? Oh non, Serena, t'as vu tous mes problèmes. Oh, Serena. Est-ce que tu veux t'écrire? Moi qui pensais que j'avais bien caché tous mes problèmes et que tu trouverais jamais. Oh, je suis tellement triste. Ben oui, je sais, justement. Hey, on devrait s'inscrire pour empêcher la destruction de notre vie. Non, c'est du sarcasme. Je vais m'inscrire parce que j'aimerais pas ça détruire ma vie. Là, je sens que tu vas m'apprendre plein de choses, Serena, comme j'ai hâte de t'entendre. Hey, je vais même prendre des notes dans mon cahier spécial. Audrey genre mon Boutin, beau Moleskine. Dans tes vies antérieures, tu utilisais trop de sarcasme. Voilà. OK. Ah, je suis désolée. Alors, on rit, mais justement, ça s'en vient pas mal élevé l'histoire, alors je voulais, tu sais, faire un petit palette cleanser, tu sais. Bon, OK. Alors, de retour à Mourir en conscience. Ah, yeah! J'ai hâte. Le principe de mourir en conscience. Je l'ai pas écrit dans mon script, mais ça vaut la peine que je vous l'explique. Gabrielle Fréchette pratiquait ce qu'elle appelait de la canalisation inconsciente parce qu'elle disait qu'elle quittait son corps complètement pour que Melchisedec la possède et parle à travers elle. C'est pour ça que sa voix était différente. Oh, son corps, c'est comme un Airbnb. Son corps est un Airbnb pour les anges de la Bible qui ont des noms difficiles à prononcer et aussi à épeler parce que Melchisedec, la manière qu'elle l'écrit dans sa fiducie, c'est pas l'orthographe de la Bible, en tout cas. Fait que Ginette Duclos, sa bras droit, là, Ginette Duclos dit, elle, qu'elle fait de la canalisation qui est comme consciente parce que les anges parlent à travers elle, mais Ginette Duclos est toujours consciente et dans son corps. Alors, le principe de mourir en conscience, c'est d'apprendre à tuer son âme pour que ton âme puisse quitter ton corps et que tu puisses être possédé par des anges et des esprits qui vont s'exprimer à travers toi. C'est ça l'objectif. Fait qu'au lieu d'être coloc avec ton ange, t'es un Airbnb pour ton ange. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des activités qui, j'imagine, vont t'aider à faire le gros ménage de ton Airbnb puis enlever toutes les affaires dont t'as pas vraiment besoin puis que tu veux pas que la visite voie pour ensuite devenir un vrai Airbnb pour les esprits. Ton masque de cheval, puis tes jouets menottes. Tes jouets sexuels, exactement. Tes menottes,
tes photos d'Éric Bruno, tout ça, ta collection de District 31 en DVD, toutes ces affaires-là, tu les ranges, là, pendant les activités. Avec la face de Babine. Oh! Oui, un cabinet de salle de bain, là, puis là, tu l'ouvres, puis c'est juste une photo de Vincent Guillaume Otis qui est scotché sur le miroir. Oh, wow! Alors, toutes ces affaires-là, tu fais le ménage pendant la semaine de mourir en conscience, et tu apprends à tuer ton âme pour qu'un ange puisse prendre le contrôle de ton corps. Et là, Chantal Lavigne voulait devenir canalisatrice et chamane, tu sais. Alors, c'est ça son objectif. Je ne connais pas exactement, justement, comme je l'ai dit, la programmation de mourir en conscience, mais dans le reportage d'enquête, il faisait mention de 2 activités qui se déroulaient durant cette retraite de croissance personnelle. La première, je vais faire un petit trigger warning ici pour la claustrophobie, parce que moi, ça m'a terrifiée cette idée-là. Là. La première activité, les participants et participantes de la formation regardent la mort en pleine face. Ils vont, tour à tour, être enfermés, tout nus, dans un cercueil en bois. Ah, non. Non. OK. Et ils et elles vont rester là pour 3 heures. Tu vas avoir des écharpes dans le péteux. OK, là, il y avait un autre extrait que je vais vous dire, là. Il y a des extraits audio de ça où Serena Fréchette explique les activités. Voici les explications qu'elle donne à Ginette Duclos et à Gérald Fontaine, qui est son 2e aide. Si l'être hurle, pour que vous le laissiez sortir, vous ne bougez point, il reste. Et dans le décès, l'être ne peut point revenir à la vie instantanément. Là, un petit rire. Il entre à l'intérieur, vous refermez, vous clôturez. Alors, Chantal Lavigne et j'ai eu des frissons de dégoût. Les 8 autres participants et participantes de la retraite, qui étaient 4 autres Québécois, Québécoises et 4 Français, Françaises. Chaque participant et participante passe 3 heures enfermés dans le cercueil et ça se passe bien dans le sens où elle ne meurt pas. C'est le lendemain que ça va moins bien se passer. Prochaine partie, la hutte de sudation des pauvres. Le lendemain, Serena Patentagos organise une nouvelle activité de mort consciente qui prend la forme d'une hutte de sudation improvisée. Oh! Premièrement, on va expliquer c'est quoi une hutte de sudation, OK? Tu sais, parce qu'il faut mettre... il faut être capable de comparer c'est quoi une vraie hutte de sudation, puis qu'est-ce que Serena Fréchette a fait. Les legit puis les pas legit, là. Une hutte de sudation, c'est un petit endroit renfermé. Habituellement, c'est très bas. Tu es assis sur la terre qui est fraîche. Tu restes dans la hutte de sudation pas plus de... Le gros max que j'ai entendu dans les pratiques dites plus sécuritaires, et moi j'y crois, le gros maximum ce serait 45 minutes, mais bien sûr quand tu restes dans la hutte de sudation, tu as le droit de t'hydrater, tu peux boire de l'eau, si ça va pas bien, si tu as un malaise, tu sors. Et les durées sont variables et ils sont ajustés en fonction des antécédents médicaux des personnes et de leur santé en général. Extrêmement important, là. C'est pour ça qu'il y a des avertissements dans les saunas, là, quand vous allez dans les piscines publiques. Ça peut être hyper dangereux. Ça peut être super dangereux si tu fais de l'hypertension. Ça peut être très, très dangereux si tu as des problèmes au niveau de la coagulation sanguine aussi, à cause de la posture, parce que tu es assis par terre en tailleur, sur le sol, un petit peu voûté parce que c'est très bas. Si tu as des problèmes au niveau de la claustrophobie aussi, c'est pas recommandé de participer à des huttes de sudation. Donc, il y a plein de précautions à prendre. Serena Fréchette n'a pris aucune précaution et Serena Fréchette a organisé justement la hutte de sudation des pauvres qui n'incluait aucune yourte et aucun feu, mais beaucoup de dangers. Donc, voici le processus. Les participants et participantes sont allongés au sol, nus. Elles sont enduites de boue. Ensuite, elles sont enroulées dans du plastique et recouvertes de plusieurs couvertures. C'est du plastique un peu comme du saran wrap, mais des fois ça a l'air d'une bâche plastique quand même. Finalement, une boîte de carton est placée sur leur tête. Donc, de la boue... Mais déjà, la boîte, ça bloque tes pores de peau. Ouais, la boîte, ça bloque tes pores de peau. Quand ta sueur s'échappe, elle ne peut pas s'évaporer parce que t'es entouré dans du plastique. Et par-dessus toi, ils ont mis plein de couvertures. Et une boîte de carton sur ta tête qui fait que tu respires ton propre monoxyde de carbone que tu expires, tu sais. Je suis extrêmement claustrophobe, puis personnellement, je fais de la basse pression tellement que je peux pas aller dans des saunas, puis il y a des jours l'été où je peux pas aller dehors parce qu'il fait trop chaud. Fait que moi, présentement, t'es en train de me donner des ingrédients pour un cauchemar, là. C'est... Okay. J'ai des frissons présentement. On n'a pas fini d'avoir mal au cœur, par exemple. C'est correct.
Selon le guesstimation de Serena Melchizedek, elles vont rester comme ça entre 12 à 14 heures. Non! You know, just hanging out, hein? Hanging out sur le plancher, dans une couverte de boîte. Bon. Et là, une grosse partie de la séance est enregistrée. Gabrielle se met à leur parler en tant que Melchizedek. Et là, elle crie. Moi, je vais me retenir de crier dans le micro. Elle crie et leur dit « L'heure est venue de mourir à cette dimension matière. Poussez, poussez, poussez fort. L'heure est venue de mourir à votre perception de la vie sur Terre. L'heure est venue de mourir à ce corps que vous croyez le vôtre. » J'ai mal au cœur. Plusieurs heures plus tard, Gabrielle va les inciter à pousser encore un peu plus. Mais pousser l'âme de leur corps pour laisser place à un ange, I guess, I don't know. Ok. Alors, elle les incite à pousser un peu plus et à mourir un peu plus vite. La mort consciente. Elle dit « Cessez de craindre, la mort est la liberté, la mort c'est la vérité, la mort est le retour à Dieu. » C'est ensuite au tour des deux aides de Gabrielle Fréchette, Gérald Fontaine et Ginette Duclos, d'inciter les gens à hyperventiler dans leur boîte de carton. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On entend ça sur les enregistrements. On entend aussi des gens crier. Quand je fais de l'hyperventilation, là, mon copain panique tellement c'est intense, pis c'est horrible. Puis ça fait des heures qu'ils sont déjà dans les couvertures à avoir excessivement chaud et à respirer le même air dans la boîte de carton, là. Oh non. Donc cette portion-là du reportage enquête est assez dérangeante pour ça. On entend des gens qui crient. Peut-être que c'est Ginette et Gérald. Peut-être que c'est les participants et participantes. On sait pas trop. Ensuite, l'enregistrement coupe. En tout, la sudation improvisée a duré 9 heures. Pendant ou suite à la sudation, plusieurs participants et participantes ont eu des malaises. C'est pas étonnant, mettons. Certains disent avoir vomi. Personne. À la surprise de personne, encore une fois. Certains disent avoir vomi en rentrant à leur chambre. Il y a une autre qui a perdu connaissance pendant la sudation. Et il y a Chantal Lavigne. Quand la hutte de sudation se termine, Chantal Lavigne, elle n'est plus consciente. Elle est encore là, elle répond un peu, mais elle est incapable d'ouvrir les yeux et elle a de la difficulté à respirer. Oh mon Dieu, non. Alors, Serena Fréchette appelle le 811. Serena Fréchette appelle Info Santé pour savoir quoi faire. La touche à côté. Touche à côté, madame. 911. Exactement. Info Santé lui disent, et je paraphrase, « Qu'est-ce que tu fais là, tabarouette? » Et lui disent d'appeler tout de suite une ambulance. Parce que, en plus, on est en région. Oui. Ça prend du temps à s'en venir. Ça se pourrait qu'on doive t'envoyer à Sherbrooke. C'est exactement ça qui est arrivé. Donc, il y a une ambulance qui arrive. Chantal Lavigne et l'autre participante qui avait perdu connaissance, qui s'appelle Julie Théberge, sont dépêchés le plus rapidement possible à l'hôpital de Drummondville, qui était le plus près. À son arrivée à Drummondville, la température corporelle de Chantal Lavigne est encore de 40,5 degrés Celsius. Oh mon Dieu, non. À ce moment-là, ça fait environ 1 heure qu'elle est sortie de ses couvertures et elle fait encore de la grosse fièvre. Quelques heures plus tard, Chantal n'a toujours pas repris du mieux et elle est transférée d'urgence dans un dernier effort à l'hôpital de Sherbrooke et c'est là qu'elle va décéder. J'ai... 40 degrés. 40 degrés, 1 heure après être sortie des couvertes. Elle a carrément cuit à l'intérieur. Bingo! T'as deviné le nom de ma prochaine partie qui est Barbecue Cookout! Selon le coroner Gilles Sainton, qui est le médecin des urgences de Sherbrooke qui a examiné Chantal Lavigne à son arrivée et qui est devenu coroner suite à son décès, Chantal Lavigne est morte d'hyperthermie. Quand la température de ton corps est trop haute pendant trop longtemps, tes organes commencent un à un à flancher. C'est une insuffisance générale au niveau des organes dans ton corps. Gilles Sainton dit franchement à la caméra que puisque sa température corporelle était tellement élevée et qu'elle était emballée dans du plastique, elle était dans une condition de cuisson. Et littéralement, elle est morte parce qu'elle était en train de cuire de l'intérieur. Ouais. Non. Alors, elle décède. La police va voir Serena Fréchette pour lui dire, elle est morte. Et Serena Fréchette dit, voyons donc, certainement que Chantal Lavigne avait des problèmes de santé. Ah! Mais selon Gilles Sainton... Son problème de santé, c'était être enroulé dans du plastique. Ouais,
Oui, exactement. C'était vraiment ça son problème de santé parce que selon le coroner Gilles Saint-Onge, qui l'a examiné à son arrivée à Sherbrooke, Chantal Lavigne n'avait aucun problème au niveau de sa santé. Elle n'avait pas de problème médical, elle n'avait pas d'antécédents de problèmes médicaux non plus. Et il dit que c'est, et je cite, « définitivement le coup de chaleur, la mise en condition de cuisson qui l'a fait décéder. Oh. » En d'autres mots, il a cuit dans sa couverture de plastique. Ça n'a aucun rapport avec des conditions médicales préexistantes. C'est uniquement dû à la maudite hutte de sudation des fous. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Je te donne ma permission, ma bénédiction. Prochaine partie. Que font-ils ensuite? C'est très tame comme titre. Enquête de Radio-Canada. Que sont-ils devenus? Enquête, commence son enquête en janvier 2012, donc 5 mois après la mort de Chantal Lavigne. Les journalistes d'enquête arrivent à retracer Gérald Fontaine, un des aides de Gabrielle Fréchette, qui incitait les gens à faire de l'hyperventilation. Il est désormais massothérapeute. Yeah! Mais Ginette Duclos, l'autre aide de Gabrielle Fréchette, elle est toujours dans le domaine du spiritisme, pour le dire de même. Elle est, et je cite, « éveilleur de conscience ». Et c'est là, justement, qu'elle explique qu'elle est médium consciente, donc moyennement consciente. Moi, je dirais faible consciente. Ginette Duclos, elle explique à la journaliste d'enquête qui vient faire une consultation que, premièrement, c'est pas elle qui fixe les prix, c'est Melchisedec qui veut s'enrichir sur le dos des contribuables. Et elle dit aussi Maudit Vincent Lacroix-du-Ciel! Oh, wow! Vincent Lacroix-du-Ciel, I like that. Alors, elle dit aussi que Ginette Duclos, elle canalise Melchisedec dans son corps sans avoir à quitter son corps. Mais tu sais, On est des colocs! Ils sont des colocs! Yo! Viens-t'en! So no one told you life was going to be this way. Là, c'est la sitcom de la madame qui vit avec son ange. Yeah! J'aimerais, c'est excellent. Alors, elle canalise dans son corps, puis tout le monde est encore là, puis ça cohabite, puis c'est le fun. Mais Gabrielle Fréchette, justement, le principe, c'est qu'elle est une médium inconsciente, fait qu'elle quitte son corps, puis c'est pour ça qu'il organise tout ça. Elle est en effet très inconsciente, la maudite madame. Oui. Et là, Juliette Duclos a dit que l'autre madame est bien inconsciente, mais en plus qu'elle pratique toujours. Fait que là, après, elle est allée consulter Ginette Duclos, puis ça te fait expliquer le fait qu'elle était moyennement consciente de ce qui se passait. Ben là, la journaliste que l'autre était inconsciente et sans dessin. Elle était inconsciente et il n'avait aucun dessin dans sa maison, et il n'y avait que de la peinture blanche sur les murs et aucun dessin. Donc. Ouais, vraiment sans dessin. Alors, la journaliste d'enquête va rencontrer Gabrielle Fréchette. Gabrielle Fréchette l'accueille dans sa maison en pyjama. Puis la journaliste est comme « C'est-tu ici la fiducie Melchisedec? » Puis l'autre a dit « Ouais, c'est moi, Melchisedec. En fait, je suis Serena, je suis en pyjama. » C'est super étrange, tu sais. Puis là, elle parle normalement, elle parle plus comme Melchisedec, puis elle a une voix de madame normale, là, tu sais. Elle a même pas une voix d'ange. Et là... la journaliste lui demande « Est-ce que vous faites encore des consultations? » Puis là, Gabrielle Fréchette a dit « Ah ouais, mais tu sais, je suis bien occupée, là, genre, là, on est en janvier, puis je suis bookée jusqu'en mars, mais si vous voulez une consultation très urgente, là, je vous conseille de consulter avec ma fille, sa fille qu'elle surnomme Maui. » Fait qu'elle, c'est Serena, puis là, sa fille, c'est Maui. Fait que là, apparemment, Maui Labranche et son chum, Esteban Demers, pas leur vrai nom, sont devenus les deux formateurs principaux de la fiducie Melchisedec. Et les formations vont bon train encore sur la fermette de l'enfer de Durham-Sud. Mais là, on dirait des noms de cocktails! Si tu peux choisir ton nom, est-ce que tu choisirais pas Maui Labranche puis Esteban Demers? C'est comme Ricardo Larrivée. Moi, je suis d'accord. Tu sais, quand tes parents se tiennent trop au Club Med, là. Tu sais, moi, je vais me faire appeler, à partir de maintenant, je vais me faire appeler Anastasia Côté, puis je vais channel des anges de la Russie impériale. Qu'est-ce que t'en penses? T'embarques-tu dans mon MLM? Ah, écoute, let's go. Bon. #girlboss. #girlboss. Alors, à ce moment-là, donc en janvier 2012, quand Enquête fait son enquête, on sait que la Sûreté du Québec a ouvert une enquête sur la mort de Chantal Lavigne, mais aucune accusation n'a encore été portée. Mais... c'est la fin du reportage d'enquête. Ben non, ce n'est pas la fin de mon reportage, car moi, je suis plus actuelle que les reporters d'enquête. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il y avait fini le reportage. Nous, on va au fond des choses. Nous, on va au fond des choses. Et je suis allée au-delà du reportage d'enquête pour vous apporter le fin mot de au-delà du réel. Je suis aussi allée au-delà du réel. Ce n'était pas beau de suite. Alors...
Laissez-moi vous parler du procès. Yes! Let's go to court! Oui! Let's go to court! 1 an presque jour pour jour après la mort de Chantal Lavigne. Gabrielle Fréchette, Serena, Ginette Duclos et Gérald Fontaine ont été formellement accusés de négligence criminelle ayant causé la mort au palais de justice de Drummondville. Là, la moindre des choses. Chers auditeurs, vous nous direz ce que vous en pensez, parce que quand j'ai expliqué ça à mon chum m'a dit, ben voyons donc, il aurait dû les accuser de... complicité. Meurtre au second degré. Pas intentionnellement, mais d'avoir tué quelqu'un, pas nécessairement intentionnellement. Bon. Mais non, c'est juste négligence criminelle. Les accusés sont libérés au terme de leur accusation et dans l'attente de leur procès. Le procès commence 1 an plus tard. Pendant le procès, Serena Fréchette tente d'expliquer à la juge qu'elle connaît et comprend très bien le processus de sudation, OK? Elle mentionne qu'elle a été formée par le grand chaman celte du nom de Patrick Daquet. Tabarnouche. Les voisins sont en train de mourir dans leur appartement, il y a plein de bruit. Donc... Oh non! Défaites-vous de vos couvertures en plastique! Non, tout de suite! Donc, elle a été formée par le grand chaman celte du nom de Patrick Daquet, tu sais, dans le temps qu'elle avait un chum français, là. Et Patrick Daquet, c'est parce que c'est une vraie personne, là. Puis là, il entend parler de ça, puis il se fait contacter par des journalistes québécois. Puis justement, lui, il n'est pas d'accord du tout avec l'affirmation de Serena Fréchette, comme quoi elle a compris comment faire une hutte de sudation. Alors, elle prenait pas des notes quand je parlais, là. Elle faisait juste des dessins. Ben... Non, parce qu'elle était sans dessin, on l'a déjà dit. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors, il donne une entrevue à Tivia Nouvelle pour rectifier la donne, et il explique, et je cite, « Elle, Serena, est venue me rencontrer en France. Elle a assisté à 3 huttes de sudation comme participante, mais je ne lui ai rien enseigné, pas à elle, ni à personne. Donc, elle est allée participer à des huttes de sudation, elle n'est pas allée apprendre comment donner des huttes de sudation. C'est quand même une grosse différence. » C'est une grosse différence. J'ai suivi des cours de maths et je ne donnerai pas des cours de maths et vous ne voulez pas que je donne des cours de maths. Non, moi j'aimerais ça que tu donnes des cours de maths. On va apprendre l'algèbre avec Catherine et Audrey. Et Audrey, j'entends mes parents. J'entends mes parents écouter l'épisode et faire non, cette femme ne vous enseignera pas les maths. Ben déjà que j'avais tellement de misère à comprendre les crimes fiscaux de Vincent Lacroix, là, on s'aventurera pas là-dedans. Alors, pendant le procès, c'est ça, Cyril a dit Patrick Daquet m'a enseigné comment faire des huttes de sudation, fait que mettez ça dans votre pipe. Puis Gabrielle... Que je suis comme full legit. C'est totalement legit, OK? Fait elle dit aussi que c'est probablement la faute à Chantal Lavigne si Chantal Lavigne est décédée, parce que sûrement qu'elle avait pas bu assez d'eau dans les heures avant de participer à la hutte de sudation. Je pense que même toi, Catherine, tu serais mort. Ouais, t'aurais eu des preuves. Moi, je bois comme 1 litre d'eau à l'heure, à peu près. Là. Moi, je suis hyper hydratée. Moi, c'est comme je vais me noyer de l'intérieur au lieu de cuire de l'intérieur. C'est comme ça que je vais mourir un jour. Et selon le journal La Tribune, Gabrielle Fréchette va même jusqu'à insinuer que Chantal Lavigne a utilisé la hutte de sudation comme, et je cite, « scénario suicide » pour s'enlever la vie parce qu'elle était malheureuse dans sa vie de famille et n'était pas prête à quitter son mari, mais cherchait une porte de sortie. Attends, le journal a dit ça. Non. Serena a dit ça. OK. Le journal a cité Serena qui disait que Chantal Lavigne, elle avait voulu mourir dans la hutte de sudation parce qu'elle était malheureuse dans sa vie puis qu'elle était pas prête à quitter son conjoint. OK? Mais là... Je suis vraiment fâchée, là. Salir la réputation des gens qui sont morts puis faire de la diffamation sur une victime de négligence criminelle, excusez, mais c'est pas correct. Fait que j'espère que le karma est allé... je suis vraiment worked up, là. J'espère que le karma est allé la mordre dans le péteux, Serena, pour avoir dit quelque chose comme ça, parce que ça a dû causer énormément de tristesse à Patrick No, à leurs enfants, puis à toute la famille de Chantal Lavigne. C'est épouvantable comme accusation. C'est dégueulasse. C'est horrible. Je suis vraiment fâchée présentement, là. C'est pire que du victim blaming. Ouais. C'est carrément comme imputer des intentions à une victime que c'est ça qu'elle voulait. Franchement, c'est dégueulasse. Il y a personne qui a envie de cuire dans un saran wrap pendant 9 heures, là. Non, il y a... Oh my God. Je suis vraiment fâchée. Mais, tu sais, on l'a dit tantôt, Gabrielle Fréchette est une médium inconsciente. Ha! Fait qu'elle était peut-être pas consciente de ce qu'elle racontait à ce moment-là non plus. Voilà. C'était peut-être Melchizedek qui parle à travers elle. En tout cas, la juge, Hélène Fabi... J'espère qu'elle était pas impressionnée. Elle était pas impressionnée du tout, 0 puis une barre, et elle qualifie les propos de Gabrielle Fréchette d'invraisemblables et souvent contradictoires. Comme Patrick Daquet, la juge semble aussi convaincue de l'irresponsabilité totale des actions de Gabrielle Fréchette et de ses acolytes.
Ce n'étaient pas des actions qui étaient responsables du tout. Ils ne se sont pas comportés Oh comme no. des adultes responsables, mais plutôt comme des adultes irresponsables. Voilà. Elle déclare à l'issue du procès, et je cite, « Les gestes qui ont été posés cette journée-là étaient dangereux à l'égard de la santé des participants et étaient hors normes. Le bon sens le plus élémentaire aurait dû convaincre les accusés de s'abstenir de leur faire vivre une aventure aussi périlleuse. » Fin de la citation. Donc, Hélène Faby, contrairement à Serena Fréchette, ne blâme pas du tout les victimes dans cette histoire-là, mais plutôt les organisateurs et organisatrices de la retraite de croissance personnelle. Et la juge déclare les 3 accusés coupables de négligence ayant causé la mort de Chantal Lavigne et des lésions à Julie Théberge, l'autre participante qui avait perdu connaissance. Ah, elle est correcte, par contre. Elle est Elle correcte. s'en est sortie. Elle est pas morte, mais elle a eu des problèmes de santé, puis elle a été hospitalisée pour ça. Bon, sûrement de la grosse déshydratation, puis tu sais, hyperthermie et tout. Fait que là, on entre dans la phase du procès où la sentence est déclarée. Ça se déroule 1 an plus tard, soit en décembre 2015. Et à cette étape du procès, Gabrielle Fréchette et ses acolytes changent un peu de discours et ils déclarent avoir cessé toute activité de croissance personnelle parce qu'ils ont compris leur leçon et ils et elles semblent vouloir, selon le Journal de Montréal, éviter la prison à tout prix en faisant ces affirmations-là. Ce retrait des activités... bonne chance. Ce retrait des activités d'ésotérisme hystérie-mentale, comme dirait RBO, s'est fait graduellement pour Serena Fréchette, qui dit avoir arrêté pour de bon en août 2015. Donc, Serena Fréchette, elle explique qu'ils ont compris ce qui s'est passé, tu sais. On a compris le message. En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a compris le message, puis surtout, ils ont fait un suivi en psychiatrie, les 3 accusés, puis là, c'est suite à ce suivi en psychiatrie-là que Serena Fréchette, elle a compris que c'était pas correct ce qu'elle faisait, puis ça mettait en danger la vie des gens. Et là, la procureure de la Couronne, Maître Magali Bernier, elle n'est pas dupe, pas pour une scène. Fréchette, Fontaine et Duclos affirment avoir eu un gros choc, tu sais, et avoir compris la gravité de leurs actes pendant le suivi en psychiatrie. Et ils ont vu la lumière au bout du tunnel. Ils ont vu la lumière au bout du tunnel et Magali Bernier trouve ça très, très suspect. En gros, ce qu'elle dit à la juge, c'est « Ouais, mais là, attendons une seconde, on va y repenser, là. Chantal Lavigne, elle meurt, et elles sont arrêtées, et elles sont trouvées coupables, mais il n'y a rien là-dedans qui les convainc qu'il y avait des problèmes avec leurs actions. C'est plutôt une seule séance de suivi en psychiatrie qui leur a fait prendre confiance de la gravité de leurs actions. » Hey my god, je veux le numéro de cette personne, de ce psychiatre, parce que ça a l'air qu'il fait des miracles. C'est un maudit bon psychiatre. Fait que là, Maître Bernier est comme « me semble que c'est un petit peu suspect. Savez-vous quoi d'autre qui est arrivé? » C'est très, très ça, tu sais. Fait que là, Serena Fréchette a dit qu'elle a arrêté ses activités de croissance personnelle en août 2015. Savez-vous quoi d'autre qui est arrivé en août 2015? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont changé d'avocat! Ah! Je me demande si corrélation ou causalité. Oui, c'est ça. Oh non, c'est vrai, elle aime pas le sarcasme, la madame. Excusez. Non, ça va causer la destruction de notre vie, on le sait. Alors, ils sont des... elle dit que... Non, elle dit pas ça, c'est moi qui paraphrase. Qu'ils sont des sneaky sneaks, des lying liars who lie. Donc, des menteurs... Liar, pencil fire! Pantalons en feu. Et là, tous leurs pantalons pognent en feu. Et c'est ce qu'il méritait. Ce qui inquiète le plus Maître Magali Bernier, c'est que les pratiques ésotériques, comme les retraites de croissance personnelle, c'est très, 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 très fréquent et très mal encadré. Elle dit dans la tribune, et je cite, « Malheureusement, le contenu de ces cours de croissance personnelle ne fait l'objet d'aucune régulation à ce jour. Les adeptes ont une confiance totale et il est facile d'en abuser, comme ça a été le cas ici. Un message clair doit être envoyé à tous les gens qui auraient l'intention de commettre de tels gestes en attribuant une peine sévère. » Elle demande ensuite à la juge de condamner Gabrielle Fréchette à 3 ans de prison et ses acolytes à 2 ans de prison. Et la juge, Hélène Faby, les condamne en conséquence. Elle affirme vouloir que sa sentence soit dissuasive à l'égard d'autres gourous qui puissent vouloir avoir des pratiques dangereuses. Donc, c'est punitif et aussi dissuasif pour montrer aux gens que si tu veux runner un groupe de croissance personnelle, il faut vraiment que tu fasses attention de ne pas mettre en danger la vie des gens qui sont sous ta tutelle parce qu'il y a une responsabilité criminelle qui peut être imputée dans le cas de blessure ou dans le cas de mort accidentelle. Puis t'as quand même du pouvoir sur ces gens-là. En plus, quand c'est toi qui organises, les gens te regardent en se disant comme c'est cette personne-là qui a la vérité, c'est cette personne-là qui va m'aider à
arranger mes problèmes dans la vie, c'est une immense responsabilité que t'as par rapport à ces gens-là, puis de les amener dans des choses comme ça sans faire attention, ben je suis entièrement d'accord qu'il faut qu'il y ait une responsabilité criminelle là-dessus, c'est tellement dangereux. Les gens se disaient, elle a été formée par un chaman celte qui fait ça depuis 30-35 ans, clairement, il sait ce qu'il fait, puis Serena Fréchette aussi faisait ça depuis 1989, elle faisait ça depuis déjà 20 ans, elle a de l'expérience, elle a, on pense, techniquement une formation, elle doit savoir ce qu'elle fait, puis je dois être entre bonnes mains. Spoiler, il était pas pantoute entre bonnes mains. Non, puis l'expérience, ça remplace pas nécessairement une formation aussi, là. Comme, il y a des choses qu'il faut que tu saches, puis justement, elle savait pas faire des huttes de sudation, puis Non. elle a fait n'importe quoi. Je vois même pas c'est quoi l'équivalent entre ce qu'elle a fait puis ce qu'elle a vu, là. Non, je veux dire, c'est ça qui me dépasse. Ben, elle s'est dit, comment je vais faire pour faire suer les gens? Puis c'est ça la technique à laquelle elle a pensé, tu sais. Mais en termes d'installation, il y a aucun... Monte le chauffage puis mets un chandail. Sérieusement, madame, là. Non, je sais. Alors, les 3 accusés portent leur cause en appel et sont envoyés en prison pendant un week-end avant d'être libérés en attendant leur appel. Leur appel est rejeté et ils sont de retour en prison. Ils ont passé une fin de semaine en prison? Ouais, parce que leur avocat a demandé à ce qu'ils soient libérés sous cautionnement en attendant le verdict par rapport à l'appel. Ah, parce qu'il était pas considéré comme un danger. Ouais. Ok. Ça, c'est assez débattable, là. Ouais. Finalement, leur appel est rejeté. Ils sont de retour en prison pour servir leur sentence. Il et elle renoncent à porter leur cause en appel une seconde fois devant la Cour suprême et vont purger leur peine. C'était la seule option qui se présentait à eux. Alors, heureusement, la fiducie de Melchizedek ne semble plus exister aujourd'hui, puis c'est bien tant mieux parce qu'on va s'entendre là-dessus, c'était plus comme une secte que comme un vrai groupe de croissance personnelle. Bon débarras. La professeure et criminologue Diane Cassoni, qui est interviewée par le reportage Enquête, semblait aussi abonder dans ce sens-là. Elle disait elle expliquait dans le reportage que dans les pratiques de la fiducie, il y avait ce qu'on pourrait appeler de l'escalade des pratiques, qui est une approche qui est très souvent utilisée par les sectes. Que dans le fond, ça commence doucement avec comme des cours de croissance personnelle, puis là, lentement, il va commencer à y avoir des gestes de plus en plus violents, puis... mais c'est un peu comme avec Rockterio aussi, que oui. Ça avait commencé avec des cliniques pour apprendre à arrêter de fumer, puis là, whoops, on déménage dans une autre ville, puis là, whoops, on déménage dans le bois, puis là, on commence les châtiments corporels, puis là, whoops, on change de province, où on parle même pas la langue, puis là, les châtiments corporels, c'était... vous irez écouter l'épisode, ou vous ne l'écouterez pas, mais c'était rendu... on était rendu dans un roman de Sade, là. C'est vrai. Ça, c'est notre épisode 5, 5.1 et 5.2, en 2 parties. Oui. Donc oui, c'est ça, il y avait de l'escalade dans les pratiques dans la fiducie, un peu comme dans une secte. On commence avec des consultations, ensuite c'est des séminaires, ça dure un week-end, finalement ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et pour les huttes de sudation, tu sais, on commence par 1 heure, 2 heures, puis finalement on est rendu à 9, 10, 11, 12 heures. Il y a une surenchère perpétuelle qui, parce que ce genre d'approche-là, c'est certain de retenir l'attention des gens. Parce qu'on offre toujours d'autres choses, puis quelque chose de plus. Quelque chose de différent, tu sais, c'est la nouveauté. Mais il y a des débordements qui peuvent être possibles dans des situations comme ça parce que justement, il n'y a pas d'encadrement. Et ça peut mener à des blessures sévères. Dans des pratiques de croissance personnelle sécuritaire, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'escalade. Si tu fais du Reiki pendant 1 heure, 1 semaine, tu peux y aller la semaine d'après puis faire du Reiki pendant 1 heure. T'es pas obligé de faire 1h30, 2 heures, 3 heures, 4 heures. T'es pas obligé d'y aller 3, 4, 5 fois par semaine, ok? C'est pas de la drogue, il n'y a pas d'habituation possible, c'est de la croissance personnelle. Ça devrait pas y aller en augmentant de fréquence et d'intensité et de durée à toutes les fois, et surtout, ça devrait toujours être balisé pour que la sécurité et la santé des participants et participantes soient toujours prises en compte. Ça, c'est important à garder en tête parce que justement, c'est ce qui différencie la croissance personnelle qui est sécuritaire des groupes de croissance personnelle qui ont des pratiques qui se rapprochent plus des sectes. Et le deuxième aspect qui rappelait les sectes, tant à cette madame criminologue-là qu'à moi, c'est justement, comme je l'ai dit, la question des menaces. Chantal Lavigne faisait ça parce qu'elle s'était fait dire par Melchizedek que sa famille allait être en danger si elle apprenait pas à se délester du poids de ses vies antérieures. C'est la peur et les promesses mensongères qui la retenaient dans le groupe. C'est une première chose, c'est une chose à laquelle il faut porter attention quand on pense à joindre un groupe de croissance personnelle. Est-ce que c'est optionnel? Est-ce que c'est sur une base volontaire? Ou est-ce qu'il y a de la pression pour participer à ces activités-là? Est-ce qu'il y a des menaces qui sont ouvertes ou qui sont insidieuses? Désolée, mes voisins sont encore en train de débouler la marche.
Bon, L'aspect voilà. de la coercion, dans le fond. C'est l'aspect de la coercion, dans le fond. Si c'est une adhésion qui est libre et flexible, c'est bien. Si c'est une adhésion qui est contraignante ou empreinte de menaces, là, on a le droit de se poser des questions. Dans le fond, c'est carrément l'aspect du consentement. Est-ce que vous avez consenti à cette chose-là ou est-ce qu'on vous force à y aller? Il y a une grosse différence entre les deux. Est-ce que vous voulez aller dans un cours de yoga ou on vous a dit que quelque chose allait arriver à votre mère? Ouais, c'est ça. Avec un gun à ta tempe. Donc, pour finir, je voudrais juste prendre un petit moment pour répéter ce qu'on a dit au début de l'émission. C'est important de respecter les croyances des autres, mais surtout, c'est important d'avoir des pratiques qui sont sécuritaires en tout temps. Ce ne sont pas tous les groupes de croissance personnelle qui sont bons et qui sont sains, ni toutes les expériences qui sont bénéfiques, pour la santé tant mentale que physique. On a fait des blagues tantôt d'ayahuasca, mais je veux dire, il existe aussi d'autres formes d'abus psychologiques qui se déroulent dans les groupes de croissance personnelle, surtout quand il y a la question d'ingestion de substances hallucinogènes, il y a des débordements qui sont possibles, c'est très très important d'être renseigné et de savoir de quoi on s'embarque quand on veut s'impliquer dans ce genre de groupe-là et entreprendre des démarches comme celle-là. Si vous ou quelqu'un dans votre entourage êtes témoin de pratiques dont vous doutez de la sécurité, il y a des ressources qui sont là pour vous aider. Par exemple, infosect.org est un organisme qui offre la documentation sur les églises et les groupes religieux au Québec et qui aide à développer ses aptitudes critiques par rapport au travail religieux et spirituel frauduleux et dangereux. Infosect offre aussi des groupes de soutien pour les gens qui désirent avoir cette forme d'accompagnement-là. Donc, des groupes de soutien pour les survivants de sectes, par exemple. Fait que si vous êtes pris dans un groupe comme ça et que vous voulez vous en sortir, il y a des ressources, il y a des gens autour de vous, il est possible d'en parler puis de briser justement ce stigma-là, ce tabou-là autour de l'adhésion aux sectes. Si vous voulez vous en sortir, il y a des ressources qui sont là pour vous aider. Si vous êtes inquiet pour la santé de vos proches, il y a aussi des outils qui sont là et qui s'offrent à vous, ainsi que de l'accompagnement, ne serait-ce que thérapeutique, pour vous aider à passer au travers et vous aider à accompagner comme, au meilleur de vos capacités, les proches qui sont pris dans des problèmes comme ça. Donc, restez en sécurité, ma bande de vous, et prenez soin de vous. C'est ma conclusion, c'était l'histoire de Chantal Lavigne. Voilà. Ah, mais merci, c'était super intéressant. Puis, merci beaucoup aussi pour les différences entre les pratiques de groupe de croissance personnelle puis les comportements sectaires. Pour vrai, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, la différenciation que tu as fait entre les deux, là. J'espère que vous aussi, à la maison, vous avez trouvé ça intéressant, là. Moi, j'étais suspendue à tes lèvres, c'était tellement intéressant. Mais je pense que c'est vraiment important d'en parler. Moi, quand j'étais en secondaire 5, anecdote, on avait regardé un documentaire, justement, de peut-être JE, l'ancêtre de l'enquête, tu sais, sur les gens qui se réclament être des thérapeutes. Fait qu'apparemment, il n'y a pas de limite, tu sais, il n'y a pas vraiment de balise qui entoure le terme thérapeute. N'importe qui peut dire que t'es un thérapeute. Tu peux pas dire que t'es un psychologue. Tu peux pas dire que t'es un psychothérapeute. Ça prend des diplômes. Mais n'importe qui pourrait... Il faut être répertorié par l'Ordre des psychologues du Québec. Ben oui, t'es encadré, tu sais, t'as eu des diplômes et tout, mais n'importe qui pourrait sortir dehors puis dire demain, moi je suis thérapeute des sapins et je suis, c'est ça, le thérapeute de l'ordre des buissons de cèdre et n'importe qui peut venir me consulter pour faire réaliser ses énergies et je pourrais profiter des gens qui sont dans des quêtes de spiritualité, tu sais, puis profiter de mon pouvoir et tout. C'est très, très important dans des cas comme ça de faire preuve de beaucoup de discernement et de beaucoup de bon sens et de faire ses recherches parce que il y a des gens qui... OK, Serena Fréchette, je suis sûre qu'elle était convaincue qu'elle canalisait Melchizedek. OK? Je lui donne le bénéfice du doute. Je pense pas qu'elle essayait volontairement de profiter des gens, mais il y en a des gens qui essaient volontairement de profiter de, parfois, la crédulité des gens qui s'embarquent dans des quêtes comme ça, parce qu'on s'entend, c'est des quêtes qui sont très, très vulnérabilisantes. Où on se met à nu, on essaie de changer, il y a beaucoup d'introspection. C'est très facile, si on est une personne mal intentionnée, de profiter de cette vulnérabilité-là, ne serait-ce que pour extorquer de l'argent aux gens. Et parfois pour les mettre en danger physiquement, tu sais. Oui, parce qu'en plus, en tant qu'humain, on est littéralement programmé pour faire confiance et c'est une question de survie. Donc, on est wire pour faire confiance aux gens. Donc, malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui ont appris à exploiter cet aspect-là, mais on veut pas vivre non plus dans un monde où est-ce qu'on peut pas faire confiance à personne. C'est vraiment juste une question de faire attention. Puis, rappelez-vous aussi, too good to be true, c'est quelque chose auquel... C'est vraiment des... C'est vraiment ça qui s'applique dans ce cas-ci. Là, si on te dit, mais là, t'as accumulé tellement de traumas dans tes vies antérieures, là, écoute, fais des formations avec nous pendant 3 ans, puis tu vas être débarrassé de tout ça. C'est trop beau pour être vrai. Ce n'est probablement pas vrai. Il faut faire attention. C'est ça, puis si vous avez besoin d'aide, il y a des outils qui sont disponibles. Vous pouvez
consulter l'Ordre des psychologues du Québec qui peut vous aider à entrer en contact avec une personne qui va pouvoir vous aider à faire des exercices pour retrouver un certain équilibre. Il y a des options qui s'offrent à vous. C'est correct aussi de vouloir utiliser les huiles essentielles, les cristaux, mais s'il vous plaît, rappelez-vous qu'il faut faire attention à soi, de faire des recherches sur le site de Santé Canada. Faites attention à vous. On n'est pas en train de dire que tout ça, c'est n'importe quoi. Si vous avez eu des effets bénéfiques avec ça, tant mieux. Mais s'il vous plaît, gardez en tête qu'il peut y avoir des dangers, parfois dans des pratiques qui n'ont pas été approuvées. Oui. Puis il existe aussi des regroupements pour les gens qui pratiquent ces différentes médecines alternatives-là. Et sur les sites de ces regroupements-là, justement, il est possible de trouver c'est quoi les tarifs aussi pour être sûr de ne pas se faire extorquer de l'argent pour rien. De savoir combien c'est censé te coûter une séance de Reiki, combien c'est censé te coûter une consultation avec quelqu'un qui fait de la canalisation. Ces informations-là sont disponibles sur Internet, puis c'est important de vérifier ces trucs-là pour être sûr que tu te fais pas extorquer de l'argent par Melchisedec qui a fixé ses tarifs dans l'ancien temps. You know? You know, à l'époque de Jésus. Mais même avant l'époque de Jésus, c'était dans la Bible. Je sais pas c'est qui Melchisedec, ok? J'ai pas checké c'était qui Melchisedec. Merci, Catherine, pour ce cas. Et merci à vous Ben. d'avoir été avec nous, d'avoir bu du café avec nous. Alors, si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas pour nous écrire unpeudecrime@gmail.com. On aime beaucoup vous lire, savoir ce que vous pensez, savoir si vous avez des cas à nous recommander aussi, ça nous intéresse toujours. On vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc nous sommes sur Facebook @unpeudecrime et sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. On vous invite aussi à nous donner une note et à commenter sur Apple Podcast et sur notre page Facebook, oui. Comme ça nous aide à obtenir de la visibilité. Et pour ceux et celles qui ne veulent pas rester pour la discussion District 31, on vous dit à la semaine prochaine. Et pour les autres, on va rentrer dans le 2 minutes de District 31. Alors, bienvenue dans notre nouveau segment. On appelle ça 2 minutes de babine. C'est un segment où on va vous raconter une histoire absolument random qui se déroule présentement dans District 31 ou pas présentement du tout parce qu'on écoute les épisodes dans le désordre. Alors aujourd'hui, Audrey, de quoi tu vas nous parler par rapport à District 31? Alors, merci, partner. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du plotline où est-ce qu'il y a un jeune homme qui a tué sa mère pendant qu'il était sous l'effet de l'ayahuasca, qui est une boisson chamanique faite à base de racines, utilisée dans des rituels chamaniques. Alors, je te remercie d'avoir expliqué c'est quoi, mon chum, merci. Ah, ben, pas de trouble, partner. Je me soucie de ton bien-être spirituel. Fait que là, mon chum, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve un jeune homme qui s'appelle Nicolas, couvert de sang dans un parc à Montréal, et c'est des policiers à vélo qui l'ont retrouvé. Puis là, quand ils le retrouvent, ils disent « Amenez-moi au poste ». Mais là, moi, je suis déçue parce que ça cote. Puis j'aurais vraiment aimé ça, savoir comment 2 policiers à vélo ont fait pour ramener un jeune homme qui mesure au moins 6 pieds au poste de police. Comme, ils l'ont-tu mis par-dessus les guidons, par-dessus comme la barre du vélo, parce qu'ils n'ont pas de sidecar, là. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font, les policiers à vélo, quand ils trouvent quelqu'un qu'ils doivent ramener au poste? Peut-être qu'il était couché comme sur les 2 guidons, mais tu sais, à l'horizontale, fait que sa tête sur un vélo puis ses pieds sur l'autre. Puis là, il faut qu'il soit comme parfaitement synchro. En tout cas, donc là, le jeune homme arrive au poste où est-ce qu'il va se faire questionner par Babine et Jean-Loup dans Radio Enfer. Et là, il va dire qu'il pense qu'il a tué sa mère pendant qu'il était sous l'effet de l'ayahuasca, qui est une boisson chamanique faite à base de racines. Faut le rappeler pour tous les gens qui écoutent District 31 et qui ont en haut de 50 ans, hein? Oui, exactement, partner. Merci, mon homme. Alors là, ils envoient des gens chez le jeune homme, et en effet, il a tué sa mère. Sa mère est crucifiée. On voit pas la mère crucifiée, on voit juste du sang partout. Et là, le jeune homme se fait accuser de meurtre. Puis là, dans le fond, Babine va devoir déterminer comment il a obtenu de l'ayahuasca, parce que l'ayahuasca, ce n'est pas permis par Santé Canada. Par contre, tu peux avoir une indemnité pour cause religieuse. Donc, si des gens qui pratiquent la religion ou est-ce qu'ils boivent de l'ayahuasca, ils ont le droit d'importer de l'ayahuasca, qui est une boisson chamanique faite à base de plantes et de racines. J'ai une question, partner. Mais tu sais, c'est les détectives aux homicides. Pourquoi ils enquêtent sur comment le gars il s'est procuré de l'ayahuasca? Ça les concerne pas. Ils sont pas aux stupéfiants. Ils ont oublié le principe, c'est ça? OK, ça, Catherine... Luc Dion a oublié ce bout-là. Catherine, ça c'est mon dos.
je vais te demander Ouais. de débarquer. Ah, pardon. OK. C'est vraiment une bonne question. Moi aussi, je suis comme, ouais, attends, c'est pas ça qui fait ça. Ça fait de la meilleure TV. Ça fait de la meilleure TV, là. On veut plus de babines. Alors, le jeune homme, il va leur apprendre qu'il allait souvent dans des retraites spirituelles dans les Laurentides où il y a une femme qui lui procurait de l'ayahuasca. Et il dit que c'est là qu'il s'est procuré de l'ayahuasca. Mais là, petit problème, chez le jeune homme, ils n'ont pas trouvé d'ayahuasca, qui est une boisson chamanique faite à base de plantes. Et là, quand ils vont chez la femme, elle dit que non, c'est pas possible de tuer quelqu'un sous l'effet de l'ayahuasca, que quand on est sous l'ayahuasca, tout ce qu'on fait, c'est genre communiquer avec les âmes des autres, peu importe ce que ça veut dire. Puis vomir. Il me semble que tu vomis beaucoup, ça te fait purger entre beaux guillemets. Oh! Fait que oui, ils se rendent compte que c'est cette femme-là qui importe de l'ayahuasca. C'est comme ça nous concerne pas, mais on va s'en préoccuper pareil parce qu'on manquait de plotline pour cet épisode. L'avocat du jeune homme, au début, il avait dit de pas parler avec Babine puis Jean-Loup de Radio Enfer, mais là, il a changé d'avocat pour Pascalin dans Réal TV. Puis là, Pascalin dans Réal TV lui dit de oui répondre aux questions. Et là, les deux avocats de la défense, parce que son ancien avocat va devenir l'avocat de la madame qui a importé de l'ayahuasca. Non! Ils vont monter une histoire comme quoi les deux, ils étaient amoureux. Et là, le jeune homme, il aurait tué sa mère pour avoir l'héritage, pour pouvoir le donner à la jeune femme qui importait de l'ayahuasca pour qu'elle puisse se partir un espèce de manoir de retraite dans les Laurentides. OK. Puis là, dans le dernier épisode que j'ai regardé, la madame qui importait de l'ayahuasca, elle frenchait Pascalin. Oh non! L'avocat du jeune Nicolas qui a pris de l'ayahuasca étant une boisson faite à base de racines. Une boisson chamanique faite à base de racines. Oublie pas ça, mon chum. Désolée, mon homme, j'ai oublié. Ah, c'est correct, mon chum, je te pardonne. Hein? Fait que là, on va dire, sur 5 sensationnalisme, on noterait ça comment? Ben moi, je mettrais que c'est un 7. Un 7 sensationnalisme? OMG, tout le long, j'étais comme OMG, y a-tu quelqu'un en buvant de l'ayahuasca? Puis j'ai beaucoup aimé, par exemple, que Babine dit, tu sais, l'ayahuasca, il y a des gens qui boivent du café puis ils ont jamais tué personne en buvant du café. Moi, je suis comme, ouais, plus quand ils ont pas bu de café, hein? Ouais. Alors voilà, c'était le plotline de District 31 dont j'avais envie de parler parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis en passant, la blague, c'est que oui, à toutes les fois qu'ils disent ayahuasca, ils réexpliquent c'est quoi l'ayahuasca. Fait que dans un épisode de 20 minutes, je pense qu'ils ont répété 7 fois que l'ayahuasca, c'est une boisson chamanique faite à base de plantes. Fait que ce plotline-là se déroule dans la saison 4, fait qu'on vous invite à regarder la saison 4 de... Je sais pas pourquoi qu'on vous invite à regarder ça, mais en tout cas, si ça vous tente, vous regarderez la saison 4 de District 31. Fait que là, on note cette histoire-là, 7 étoiles de sensationnalisme sur 5. Bravo à l'histoire de l'ayahuasca, qui est une boisson chamanique qui est faite à base de racines, est-ce que je l'ai dit? À base de plantes. À base de racines ou de plantes, tu peux dire les deux, là. Je suis pas capable de le dire. C'est pour ça que je suis pas une comédienne qui travaille sur le set de District 31. Fait que si vous vous intéressez au crime, on vous conseille de regarder District 31. Mais si vous aimez District 31 et que vous voulez nous recommander des histoires de District 31 à aller regarder et vous raconter en ondes, écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. Et peut-être qu'éventuellement, on pourrait avoir un Patreon ou est-ce que c'est juste ça qu'on fait parler de District 31? Expliquer ce qui se passe dans les épisodes de District 31. Fait que, on va essayer d'intégrer ça maintenant à chaque semaine avec nos 2 minutes de babine. Fait qu'on vous remercie d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mettre un peu plus de crime et de District 31 dans votre café. Bye, mon chum! Discat partner. Discat.